Après la guerre froide, les États-Unis ont établi une stratégie de sécurité basée sur la primauté mondiale. C'est-à-dire que la sécurité dépendait du fait que les États-Unis soient l'État dominant dans tous les coins du monde, de sorte qu'aucun autre centre de pouvoir ne puisse même aspirer à les défier. Maintenant, avec le temps, l'inévitable se produirait. Les États-Unis s'épuiseraient de l'intérieur, et de nouvelles puissances commenceraient à se développer à la périphérie, ce qui équilibrerait collectivement les États-Unis. Cet équilibre s'est effectivement produit, encore une fois de manière prévisible depuis le continent eurasien, avec la coopération de la Chine et de la Russie au centre. Maintenant, la stratégie des États-Unis pour restaurer leur statut hégémonique unipolaire était d'affaiblir la Russie, c'est-à-dire de l'éliminer des rangs des grandes puissances, ce qui leur permettrait de concentrer leur attention sur la confrontation avec la Chine. C'est en grande partie pourquoi les pays de l'OTAN ont soutenu le coup d'État en Ukraine en 2014. Et c'est pourquoi les pays de l'OTAN ont sapé l'accord de Minsk pendant 7 ans. C'est pourquoi les pays de l'OTAN ont contribué à forcer Zelensky à abandonner son mandat de paix en 2019 lorsqu'il a remporté un impressionnant 73% des voix sur la plateforme de paix. C'est pourquoi l'OTAN a refusé de donner à la Russie des garanties de sécurité en 2021, malgré le fait de savoir que la Russie utiliserait la force militaire autrement. L'ancien ambassadeur américain auprès de l'OTAN, qui a participé aux négociations autour de l'Ukraine, a soutenu en juin 2021 qu'il valait mieux que les discussions Biden-Poutine n'aboutissent à rien, parce que, je cite, « le succès est la confrontation ». Maintenant, mon attention se porte sur ce qui s'est passé ensuite, à savoir l'invasion russe de l'Ukraine, qui avait pour objectif de restaurer la neutralité de l'Ukraine, et aussi comment les pays de l'OTAN ont saboté cette paix pour poursuivre une longue guerre. Tant la Russie que l'Ukraine voulaient une fin immédiate de la guerre dès le premier jour de l'invasion par la Russie. C'est-à-dire que la Russie exigeait que l'Ukraine rétablisse sa neutralité, et l'Ukraine était prête à accepter ce terme. Déjà le premier jour après l'invasion, c'est-à-dire le 25 février 2022, Zelensky a confirmé que, je cite, « Aujourd'hui, nous avons entendu de Moscou qu'ils veulent encore parler. Today we heard from Moscow that they still want to talk. They want to talk about Ukraine's neutral status. Ils veulent parler du statut neutre de l'Ukraine. Plus tard, nous n'avons pas peur de parler du statut neutre. Le troisième jour après l'invasion, le 27 février 2022, l'Ukraine et la Russie ont convenu de tenir des pourparlers de paix sans aucune condition préalable. Les États-Unis, cependant, ont insisté sur une longue guerre et n'ont pas soutenu ces négociations. Fin mars 2022, Zelensky a accordé une interview au magazine The Economist où il a déclaré ce qui suit. Il y a ceux en Occident qui ne voient pas d'inconvénient à une longue guerre parce que cela signifierait épuiser la Russie, même si cela signifie la disparition de l'Ukraine et se fait au prix de vies ukrainiennes. Je pense que chacun a des intérêts différents. De plus, en Occident, il y a ceux qui veulent que cette guerre continue parce qu'elle signifiera la résolution de la Russie, mais au prix de l'Ukraine. Але ціною України, ціною життя людей. Це точно вигідно деяким країнам. Le 21 mars 2022, les États-Unis ont suggéré qu'ils pourraient ne pas être en mesure de soutenir les négociations de paix de Zelensky, car la guerre était bien plus vaste que l'Ukraine et que ses principes universels devaient être défendus. Dans la première, vous demandez de clarifier, que dites-vous à propos de votre soutien à un règlement négocié Zelensky, mais sur quel principe?
Donc, le point que j'essayais de faire valoir, ou du moins de souligner, est que c'est une guerre qui, à bien des égards, dépasse la Russie. Elle dépasse l'Ukraine. Aussi importante et monumentale que soient les enjeux dans la guerre du président Poutine contre l'Ukraine. Le point clé est qu'il y a des principes en jeu ici qui ont une applicabilité universelle partout, que ce soit en Europe, dans l'Indo-Pacifique ou ailleurs. Le lendemain, le 22 mars 2022, Niall Ferguson a publié un article dans Bloomberg dans lequel il expliquait qu'après des entretiens avec des responsables américains et britanniques, il pouvait conclure que les Américains et les Britanniques avaient décidé de mener une guerre longue pour épuiser la Russie. Le Royaume-Uni et les États-Unis voulaient, je cite, que le conflit soit prolongé et ainsi épuiser Poutine. Et pourquoi? Eh bien, parce que le but était désormais, je cite, que le seul objectif final soit la fin du régime de Poutine. Ainsi, les Ukrainiens pourraient être utilisés comme un instrument pour faire tomber la Russie. Eh bien, les négociations ont néanmoins eu lieu, mais elles ont finalement pris fin, car l'Ukraine a été convaincue par ses partenaires occidentaux de se retirer des pourparlers. Le ministre turc des Affaires étrangères a expliqué que l'Ukraine et la Russie étaient proches d'un accord. Cependant, certains pays de l'OTAN souhaitent que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se prolonge afin que la Russie s'affaiblisse. L'autre médiateur, qui était les Israéliens, a confirmé la même chose, c'est-à-dire que l'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, qui faisait partie de la négociation, a soutenu que les deux parties étaient d'accord, c'est-à-dire que les Russes et les Ukrainiens, je cite, voulaient vraiment un cessez-le-feu. Cependant, il a reconnu que cela avait été bloqué par les États-Unis et le Royaume-Uni. Bennett a poursuivi en disant qu'il y avait, je cite, une décision de l'Occident de continuer à frapper Poutine, c'est-à-dire au lieu d'accepter la paix. Disons-le dans un sens large, je pense qu'il y a eu une décision. להמשיך להכות בפוטין ולא להגיע. אבל מה זה להכות בפוטין? פוטין היכה באוקראינה, לא? שנייה, לא, בסדר, אבל שאל מול, זאת אומרת, הגישה היותר תקיפה, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע להגיד שהם שגו. כי אתה אומר, אולי בריונים אחרים בעולם היו רואים... העמדה שלי באותו הזמן, אני, בעניין הזה זה לא אינטרס לאומי ישראלי. בשונה מקונסוליה או איראן, שאני דואג לישראל, עומד חזק פה, אין לי say, אני בסך הכל מוציא לפועל ומתווך, אבל הכתובת שלי זה אמריקה בעניין הזה, ואני לא פועל על דעת עצמי. כל פעולה שעשיתי הייתה מתואמת לפרטי פרטים, גם עם ארצות הברית, גם עם גרמניה, גם עם צרפת. אז הם בעצם חדלו את זה? בגדול, כן, בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים. Les conclusions ont également été partagées par le général allemand à la retraite, Harald Kujat, ancien chef de la Bundeswehr allemande et ancien président du comité militaire de l'OTAN. Il a également confirmé que la guerre avait été délibérément provoquée par l'OTAN, tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni ont ensuite saboté toutes les voies vers la paix pour, je cite, affaiblir la Russie politiquement, économiquement et militairement. C'est pourquoi, dans la guerre en Ukraine, les États-Unis visent à affaiblir la Russie, leur deuxième rival géopolitique, politiquement, économiquement et militairement, à un point tel qu'ils peuvent se concentrer sur la confrontation avec la Chine, leur plus grand adversaire. Pour atteindre leur objectif stratégique, les États-Unis ont cherché une coopération étroite avec l'Europe. Surtout dans le gouvernement fédéral actuel, ils ont trouvé non seulement un allié disposé. Ce chancelier, comme le montre sa visite de vendredi à Washington, est apparemment prêt à assumer un rôle de leadership dans la guerre par procuration en Ukraine. Cependant, il convient de considérer que les alliés européens
tout comme dans la guerre en Ukraine, sont également censés être impliqués dans un futur conflit avec la Chine. Avec l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, ils sont supposés former un réseau indo-pacifique de partenaires et d'alliés contre la Chine. On pourrait penser que c'est un coup astucieux des États-Unis de frapper d'abord la Russie, le plus faible des deux rivaux géopolitiques, puis, dans une guerre par procuration bien sûr, pas directement, de se tourner vers la Chine, l'adversaire plus fort. Cependant, comme l'expert en stratégie américain Harlan Ullman, je crois que les États-Unis commettent une grave erreur en ouvrant une confrontation militaire stratégique sur deux fronts contre la Chine et la Russie. Harlan Ullman a décrit cela comme une bombe à retardement. Et le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, a également exposé l'objectif des États-Unis dans la guerre en Ukraine, à savoir affaiblir la Russie en tant que rival stratégique. Nous voulons voir la Russie affaiblie au point qu'elle ne puisse plus faire les choses qu'elle a faites en envahissant l'Ukraine. Elle a déjà perdu beaucoup de capacités militaires et beaucoup de ses troupes, pour être franc. Nous voulons qu'elle n'ait pas la capacité de reproduire très rapidement cette capacité. Nous voulons voir la communauté internationale plus unie, en particulier l'OTAN. Une stratégie pour restaurer la domination américaine a donc été fréquemment articulée par divers dirigeants américains. C'est-à-dire que les États-Unis utiliseraient les Ukrainiens pour affaiblir la Russie, ce qui permettrait aux États-Unis de concentrer leurs ressources sur la confrontation avec la Chine à la place. La longue guerre en Ukraine renforcerait également l'industrie de l'armement aux États-Unis, bien sûr. Ce sentiment a été résumé par le sénateur Dan Crenshaw, qui a écrit sur Twitter que l'investissement dans la destruction de l'armée de notre adversaire, sans perdre un seul soldat américain, lui semblait une bonne idée. Le sénateur Mitch McConnell a soutenu, ou du moins tenté de rassurer les gens, que ce n'était pas une croisade idéaliste pour les cœurs sensibles. Au lieu de cela, il s'agissait d'intérêts américains froids et durs. Et soyons clairs. La raison pour laquelle une grande majorité bipartisane du peuple américain et une grande majorité bipartisane au Congrès soutiennent la poursuite de l'aide à l'Ukraine n'est pas principalement due à des discours inspirants ou à un désir de s'engager dans la philanthropie. Upers Morchen, tas est courageux et innocent. Inhit Notred. Le président Zelensky est inspirant. Mais les raisons les plus fondamentales pour continuer à aider l'Ukraine à affaiblir et à vaincre les envahisseurs russes sont des intérêts américains froids, durs et pratiques. Le sénateur Lindsey Graham a soutenu que le grand accord que l'Amérique avait réalisé était d'obtenir que Zelensky s'engage à se battre jusqu'au dernier Ukrainien si l'OTAN continuait à envoyer des armes. J'aime la voie structurelle que nous suivons ici. Tant que nous aidons l'Ukraine avec les armes dont elle a besoin et un soutien économique, elle se battra jusqu'au dernier. J'aime la voie structurelle que nous suivons ici. Ensuite, nous avons également le sénateur Mitt Romney, qui était le candidat républicain à la présidence en 2012 et qui reconnaît également que c'est un moyen très économique d'éliminer un rival clé des États-Unis sans perdre de troupes américaines, en combattant à la place avec les Ukrainiens. Et cela permettrait aux États-Unis de se concentrer plutôt sur leur principal adversaire, qui est la Chine. La chose la plus importante que nous puissions faire pour nous renforcer par rapport à la Chine est de voir la Russie vaincue en Ukraine,
parce qu'ils sont alliés. Et l'affaiblissement de la Russie affaiblit leur allié, la Chine. Je veux dire d'ailleurs, être capable de prendre un montant qui équivaut à quoi? Environ 5% de notre budget militaire. En fait, moins de 5% de notre budget militaire chaque année. Pour aider les Ukrainiens est probablement la meilleure dépense de défense nationale que nous ayons jamais faite. Nous ne perdons aucune vie en Ukraine, et les Ukrainiens se battent héroïquement contre la Russie, qui a 1500 armes nucléaires pointées sur nous. Donc, nous diminuons et dévastons l'armée russe pour une très petite somme d'argent par rapport à ce que nous dépensons pour notre propre défense. Une Russie affaiblie est une bonne chose. Cela dit, à la Chine de repenser ses ambitions territoriales. Ensuite, il y a le général à la retraite Keith Kellogg, qui plaide en faveur de l'utilisation des Ukrainiens pour vaincre la Russie en tant que rival stratégique, afin que les États-Unis puissent se concentrer sur la Chine. Merci, sénateur. Je crois que si vous pouvez vaincre un adversaire stratégique sans utiliser de troupes américaines, vous êtes au sommet du professionnalisme, car laisser les Ukrainiens les vaincre élimine un adversaire stratégique, et nous pouvons alors nous concentrer là où nous devrions nous concentrer, contre notre principal adversaire, qui est la Chine en ce moment. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne pense pas que nous ayons besoin d'envoyer des troupes américaines là-bas. Et si nous échouons, nous pourrions devoir mener une autre guerre européenne, peut-être pour la 3e fois. Je ne pense pas que nous devrions le faire, ou que nous ayons besoin de le faire non plus. J'ai publié les commentaires du général Kellogg sur Twitter, et le général Kellogg a eu la politesse de répondre à mon tweet, dans lequel il comparait son approche aux idées de Sun Tzu dans l'art de la guerre, où il écrivait que la plus grande victoire est celle qui ne nécessite aucune bataille. Kellogg pourrait mal interpréter Sun Tzu, c'est-à-dire que commencer une guerre par procuration contre la plus grande puissance nucléaire du monde, ce qui obligera la Russie, dont l'objectif principal de politique étrangère était autrefois l'intégration avec l'Occident, à s'aligner plutôt avec la Chine, n'est pas nécessairement les pensées ou les idées que Sun Tzu avait en tête. Maintenant, comme nous le savons, l'OTAN a perdu la guerre par procuration et le général Kellogg a depuis été placé dans l'équipe de négociation de Trump qui vise à rétablir de bonnes relations avec la Russie. Et comme le soutient maintenant Kellogg, l'objectif devrait être d'encourager la Russie à s'éloigner de ses alliances avec l'Iran et la Chine. Ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de briser cette alliance qu'il a actuellement. Il a une alliance avec la Corée du Nord, qui n'existait pas auparavant. Il a une alliance avec l'Iran, qui n'existait pas auparavant. Il a une alliance avec la Chine, qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire il y a 4 ans. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est essayer de la briser. Et en effet, nous avons également vu le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, plaider pour un regain d'intérêt pour la guerre aux États-Unis, où il a tenté de convaincre ses partenaires américains que continuer la guerre était en réalité une bonne chose, car tant que la guerre se poursuit, cela aidera à alimenter les producteurs d'armes américains. Cela laissera également derrière une armée ukrainienne très aguerrie à la frontière russe, vaincue, ce qui leur permettrait de contenir les Russes, tandis que les États-Unis pourraient alors concentrer leur énergie et leurs ressources sur la Chine. Et c'est en fait une bonne affaire, car en utilisant une fraction du budget de la défense des États-Unis, nous avons pu détruire et dégrader l'armée russe de manière substantielle. Par conséquent, nous devrions continuer à le faire, d'autant plus que la plupart de cet argent est en réalité dépensé aux États-Unis. Nous achetons des armes américaines pour soutenir l'Ukraine. Cela sécurise des emplois en Amérique et nous rend tous plus sûrs.
Ainsi, la longue guerre a été présentée sous le récit d'une invasion non provoquée de la Russie simplement pour conquérir de nouveaux territoires. Pendant 3 ans, l'OTAN a rejeté toute négociation et boycotté toute diplomatie. Zelensky a même émis un décret rendant illégal de négocier avec la Russie. Ayant coupé toutes les voies possibles vers un règlement pacifique, l'OTAN s'est engagée à envoyer toutes les armes dont l'Ukraine avait besoin pour vaincre la Russie. L'OTAN a continué à menacer qu'une fois la guerre terminée, l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN, ce qui rendait également impossible pour la Russie de se retirer, car la Russie considère l'expansion de l'OTAN en Ukraine comme une menace existentielle. Alors que le secrétaire général de l'OTAN a annoncé que les armes sont le chemin vers la paix, la Russie n'a eu d'autre option que de capituler dans une guerre qu'elle considère comme une menace existentielle, ou de se battre dans une guerre d'usure très sanglante, tandis que l'OTAN resterait en marge en versant quelques larmes de crocodile. Maintenant, la propagande de guerre a également veillé à ce que quiconque appelant à des négociations de paix en Ukraine puisse être dénoncé comme un traître, quelqu'un qui voulait récompenser et encourager Poutine, et aussi comme trahissant l'Ukraine. Cependant, comme nous le savons, en novembre 2024, un sondage Gallup a été publié, montrant que la majorité des Ukrainiens souhaitent non seulement la paix et des négociations, mais qu'ils sont également prêts à accepter des concessions territoriales pour obtenir la paix. Pourtant, pour les Européens, même s'asseoir et parler avec la Russie est encore présenté au public comme une trahison de l'Ukraine. Et c'est le récit d'une longue guerre. Au début de 2025, l'ancien conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovich, a écrit sur X que les pays qui ne nous ont pas laissé négocier une paix il y a 3 ans ne nous laissent toujours pas mettre fin à la guerre.